Donc, en fait, moi, j'avais à vous parler des avortements d'origine non infectieuse, pardon, sachant que vous verrez que déjà en matière d'infection, comme vous l'a montré Alain, chez les carnivores, on maîtrise déjà beaucoup moins que ce qu'on peut avoir chez les ruminants ou chez les équins. Mais alors, en avortement d'origine non infectieuse, quelle que soit l'espèce, on a du mal à savoir ce qui est réellement abortif et ce qui ne l'est pas. Et les carnivores ne font pas exception à la règle. La chienne non plus. Alors, voilà une petite liste des choses non infectieuses pour lesquelles on peut se poser la question de savoir si c'est abortif. Alors, à la rigueur, s'il y a une seule chose qu'il faut retenir, je vais commencer par le bas volontairement, c'est le rôle des médicaments. C'est-à-dire que, en fait, toute chienne qui a été saillie doit être, à défaut de démonstration du contraire, considérée comme gestante. Et donc, on ne lui administrera pas de médicaments sans avoir pesé le rapport coût-bénéfice en matière d'avortement. Alors, comme l'a dit Alain, avortement, c'est au sens large, c'est-à-dire c'est perte de gestation. Si vous administrez des médicaments au cours du premier mois, ça va vous faire plutôt des choses qui vont passer totalement inaperçues. Et puis après, plus vous administrez des médicaments tard, et plus vous risquez d'induire des avortements. Alors, une fois que j'ai dit ça, la plupart des médicaments qui sont toxiques pour la reproduction sont quand même essentiellement tératogènes, c'est-à-dire qu'ils vont induire des malformations. Mais il y en a un que je voudrais vous donner comme exemple, parce que c'est un médicament qui est utilisé très fréquemment et dont on ferait bien tous de se méfier, c'est toute la grande famille des corticoïdes. Donc, des anti-inflammatoires très classiquement utilisés. Si vous les utilisez pendant le premier mois de la gestation, alors, ils peuvent induire des pertes de gestation, mais très fréquemment, ils sont à l'origine de formes palatines. Donc, on ne doit pas les utiliser à la légère. Et dans le deuxième mois de gestation, pour le coup, les corticoïdes sont, comme dans la plupart des espèces, inducteurs d'avortement. La particularité chez la chienne, c'est que ce sont souvent des avortements partiels, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la perte de toute la portée. Une question qui se pose assez souvent, c'est de savoir si toutes les formes d'administration de corticoïdes peuvent être tératogènes. On n'a en fait pas de vraie réponse à cette question, mais il n'y a pas très longtemps, il y a un vétérinaire qui a partagé le cas d'une portée de braque hongrois. Il y avait de mémoire une dizaine de chiots et 9 sur 10 avaient une forme palatine. Donc, à partir de là, on commence à se poser la question de savoir d'où ça peut venir. Les origines génétiques avaient été exclues et la seule chose qu'on a réussi à trouver, c'est que la mère avait reçu une crème à base de corticoïdes pendant le début de la gestation. Donc, au-delà de ça, on n'a pas de preuves plus que ça, mais donc méfiez-vous. Alors, les vétérinaires disposent de magnifiques tableaux qui permettent en fait d'avoir une évaluation du risque un grand nombre de médicaments sur la gestation, sachant qu'en fait, il y a finalement assez peu de démonstrations claires qui aient été faites chez les chiens, parce que c'est de ça qu'on parle ce soir, et chez les chats, c'est pareil. Parce que les évaluations cliniques ont été faites chez les animaux de laboratoire souvent. Donc, en fait, on a juste une lettre qui nous permet de savoir si le risque d'avortement ou le risque de développement de malformation est plus ou moins élevé. Et après, c'est à nous, avec le propriétaire, à peser ce qu'on appelle le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire qu'évidemment, on va privilégier la santé de la mère si c'est vraiment un risque vital, par exemple, par rapport à tout ce qui pourrait se poser sur la portée, pourrait se passer sur la portée. Mais en gros, voilà, tout usage de médicaments à partir du moment où l'animal a été sali doit faire l'objet d'une réflexion. Alors, si on reprend cette magnifique liste, les carences alimentaires. Alors, les carences alimentaires, il n'y a pas grand-chose qui soit démontré. On pense que la carence en vitamine A est à l'origine d'avortement et chez le chat, les carences en taurine, par exemple.
Mais il faut quand même arriver à des niveaux de carence qui, en fait, ne sont plus rencontrés en élevage courant. Alors, on ne va pas parler du chat là, les carences en taurine, pour le coup, ça peut arriver dans les cas où vous savez que les gens deviennent de plus en plus créatifs en matière de régime alimentaire, hein, chez les carnivores, avec parfois des atteintes graves au bien-être animal, et chez le chat, ça peut arriver. Même dans les cas où les femelles se retrouvent avec une note d'état corporel extrêmement faible, en réalité, il n'y a pas d'avortement, tout simplement parce que, en général, on dit la nature est bien faite, c'est-à-dire que justement, dans tous ces cas très difficiles, le but de la femelle, c'est d'arriver à donner naissance à un grand nombre d'individus après pour pouvoir survivre. C'est l'histoire des plantes. Les plantes se mettent à fleurir et à faire des fruits quand elles sont dans des conditions de stress. Bah, c'est un peu la même chose chez les animaux, ce qui fait que dans les conditions classiques d'élevage, avant d'arriver à induire des avortements sur des carences alimentaires, en fait, vous pouvez quand même exclure la question. Alors, je vais rester sur l'alimentation, je vais vous parler des mycotoxines, parce que comme ça sera fait. Les mycotoxines sont très classiquement impliquées dans les avortements, enfin au sens de les éleveurs aimeraient bien arriver à démontrer que quand ils ont des problèmes d'infertilité et en particulier d'avortement, il faudrait pouvoir impliquer les mycotoxines alimentaires et en particulier les mycotoxines qui se développeraient à l'intérieur des croquettes. À l'heure actuelle, il n'y a aucune démonstration du fait que les mycotoxines puissent être abortives chez les carnivores. Même chez les ruminants, hein, où les mycotoxines, pour le coup, il peut y en avoir, parce que les sources alimentaires sont évidemment différentes, c'est finalement assez peu agent d'avortement. Donc, la probabilité que ça le soit chez les carnivores, si on fait un peu de pathologie comparée, est quand même très faible. Mais il n'y a pas de démonstration, donc n'espérez pas... si vous arrivez à le démontrer, en tout cas, faites-nous en part, parce que pour l'instant, il n'y a aucune démonstration. La question qui se pose dans toutes les espèces, c'est l'impact du stress thermique sur les risques d'avortement. En réalité, dans plein d'espèces, on connaît en fait les phases de l'embryogénèse qui sont sensibles au stress thermique. Et en règle générale, c'est le tout début de la gestation. Donc, chez la chienne, à l'heure actuelle, en matière d'avortement au sens perte de gestation tardive, pareil, le stress thermique n'a pas été démontré comme étant un agent d'avortement. Néanmoins, pour le bien-être de la chienne, vous savez bien qu'il faut toujours bien se souvenir que le fœtus, comme c'est un animal en phase de croissance, en fait, il a un métabolisme extrêmement élevé et que in utero, les fœtus sont à au moins 1 degré au-dessus de la température de la mère. Ce qui veut dire que si la température de la mère a déjà tendance à augmenter en raison de conditions environnementales, ça ne va pas améliorer ni la santé du fœtus, ni de toute façon le bien-être de la mère. Toutes les femmes qui ont été enceintes l'été savent que c'est quand même relativement compliqué. Traumatisme. Alors, traumatisme et avortement, pour le coup, pareil, il faut vraiment que le traumatisme soit grave, type accident de la voie publique, pour arriver à induire un avortement. Les traumatismes classiques, on va dire, ne sont pas à l'origine d'avortement. Ensuite, on va passer à ce qui nous occupe plus en fait quotidiennement, qui est l'impact de divers agents endocrines type cortisol, dont je ne vais pas dire grand-chose dans la mesure où il n'y a pas de démonstration, et puis surtout, en fait, le cortisol, les troubles de la cortisolémie n'interviennent que chez des animaux relativement âgés, ce qui veut dire que ce n'est pas un problème qu'on rencontre chez les femelles reproductrices. Ensuite, la question se pose davantage pour d'autres systèmes qui sont les hormones thyroïdiennes, le glucose et la progestérone. Alors, pour ce qui est des
hormones thyroïdiennes. En fait, on n'a pas non plus de démonstration claire de l'implication de l'hypothyroïdie dans les avortements. En fait, la problématique vient que il y a eu, les seules choses publiées ont été faites sur une colonie de barzeuils qui présente une particularité génétique qui fait que ces animaux font ce qu'on appelle des thyroïdites auto-immunes. Donc la thyroïde est attaquée par le système immunitaire de la chienne, donc c'est quand même une forme assez particulière d'hypothyroïdie. Et dans cette colonie de barzeuils, effectivement, il y avait une augmentation du taux d'avortement chez les animaux qui étaient hypothyroïdiens. Cela dit, dans d'autres observations, on n'a pas retrouvé cette augmentation du taux d'avortement chez les chiennes hypothyroïdiennes. Alors, si on remonte à avant l'avortement, vous savez peut-être que, en gros, on a quand même du mal à avoir une idée claire sur l'impact de l'hypothyroïdie, même sur la fertilité des chiennes. Il y a une jolie manip qui avait été faite au cercail à Alfort il y a quelques années, qui avait montré que en fait, il y avait le taux de chiennes infertiles n'était pas supérieur chez les animaux, enfin chez les chiennes hypothyroïdiennes par rapport à des chiennes qui avaient une thyroïde normale. Donc en gros, la conclusion à laquelle on arrive à l'heure actuelle, c'est que même pour le tout début de la gestation, on ne va pas rechercher en première intention une hypothyroïdie en cas d'infertilité, parce qu'il n'y a pas de lien qui soit clairement démontré. Par contre, en matière de néonatologie, il se trouve que là, on arrive à des démonstrations, enfin à des observations qui sont un petit peu plus solides. C'est-à-dire que les chiots qui naissent de chiennes qui sont hypothyroïdiennes ont des scores de vitalité qui sont moindres, donc le Lapgar score, si vous connaissez ce truc-là, qui est un dérivé de ce qui se passe en médecine humaine, qui est une somme d'évaluation de la fréquence cardiaque, de la vitalité, de la réaction à la douleur du chien, de sa respiration, du fait qu'il se plaigne plus ou moins. En attendant, ces scores de vitalité à la naissance sont inférieurs chez les chiots nouveau-nés issus de femelles hypothyroïdiennes. L'hypothyroïdie a également un impact, et c'est sans doute en lien d'ailleurs avec le point précédent, sur le poids de naissance des chiots, avec un impact assez important, parce que globalement, en moyenne, on a une réduction de l'ordre d'un tiers, et vous savez que c'est notre grand combat, le poids de naissance des chiots. Il se trouve que les animaux qui naissent à plus faible poids de naissance vont être moins actifs à la naissance, donc avec des scores Apgar inférieurs, ils vont avoir une moindre tendance à aller téter et globalement, on a un taux de mortalité néonatale qui va augmenter. Et chez les chiots nés donc de chiennes hypothyroïdiennes, on a une augmentation du taux de mortinatalité, c'est-à-dire les chiots qui naissent morts. Et vous savez peut-être que en fait, la mortinatalité est classiquement considérée comme faisant partie de l'avortement, parce qu'en fait, c'est une conséquence directe de la gestation et du déroulement de la mise bas, et c'est justement une définition classique, c'est même la définition légale de l'avortement chez les bovins, à cause de la brucellose, puisque lors d'avortements brucelliques, la mort du veau peut avoir lieu effectivement en fin de gestation, mais aussi jusque dans les 2 jours qui suivent la naissance. Donc, le législateur a prévu que la définition de l'avortement brucellique et de l'avortement en général chez les bovins, c'est les pertes pendant la gestation, donc mise bas avant terme, mort pendant le processus de mise bas et mort pendant les 48 premières heures. Et c'est pour ça que Claire Ponsard, tout à l'heure, vous disait qu'en cas de brucellose canine, on va s'amuser, entre guillemets, on va inclure dans les signes de suspicion les morts pendant les premiers jours de vie. Pour revenir à mon histoire de thyroïde, vous voyez qu'on ne sait pas pour l'avortement, au sens mise bas précoce de chiots qui donc seraient morts, mais par contre, on voit quand même que ça a un impact direct sur la santé néonatale. Pour ce qui est du système glucose, alors on a 2 pathologies qui peuvent être liées à l'avortement, qui sont d'une part l'hypoglycémie et puis d'autre part les crises d'hyperglycémie associées au diabète.
Alors, l'hypoglycémie gestationnelle, on ne va pas y passer 2 heures non plus, dans la mesure où de toute façon, c'est rare chez la chienne, et c'est rare parce qu'il faudrait des chiennes qui soient drastiquement carencées en glucides. Alors, je voulais marquer quand même, en raison de, toujours pareil, de la créativité des gens en matière de régime alimentaire chez les carnivores à l'heure actuelle. Et il se trouve que maintenant, on voit réapparaître des régimes alimentaires de gestation qui sont extrêmement carencés en glucides. Donc, méfiez-vous quand même de cette histoire d'hypoglycémie gestationnelle. Pour le coup, ça peut très bien être responsable d'avortement, mais ça peut aussi être responsable même de la mort de la mère en fin de gestation. Donc, si vous utilisez des régimes alimentaires très carencés ou très bas en termes d'apport glucidique, méfiez-vous de signes que vous pouvez voir apparaître vraiment dans les 2 dernières semaines de gestation. Donc, la chienne qui mange moins, donc ce qui améliore pas ses apports glucidiques, vomissements, prostration et avec éventuellement des troubles neurologiques. La glycémie est très basse, la chienne se met à utiliser sa graisse comme source d'énergie. Ça produit ce qu'on appelle des corps cétoniques qui circulent dans le sang. Alors, si vous connaissez un petit peu les ruminants, ça vous rappellera une autre pathologie qui est la toxémie de gestation chez la brebis, et donc avec un risque de mort fétale in utero. Mais bon, pour l'instant, on va dire que c'est rare, mais je voulais quand même vous en parler à cause des modifications de régime alimentaire. Pour ce qui est du diabète gestationnel, donc il se trouve qu'on peut voir ça soit chez des chiennes qui sont diabétiques et qui ont néanmoins été mises à la reproduction, ce qui en soi n'est pas complètement une bonne idée, même si le diabète est équilibré. Et d'autre part, le diabète peut apparaître, comme chez la femme, en conséquence de la gestation. C'est-à-dire que la progestérone va entraîner ce qu'on appelle une situation d'insulinorésistance, c'est-à-dire que les cellules ne veulent plus capter le glucose et que donc la chienne va se retrouver à faire des crises d'hyperglycémie. Alors, dans ce cas-là, on peut avoir effectivement des avortements. On pense que c'est lié à des atteintes de la vascularisation placentaire. Les chiots qui vont naître de chiennes qui auraient fait du diabète gestationnel sont soit trop petits, soit inversement, on dit macrosomique, c'est-à-dire qu'il y a une hypertrophie du chiot, une hypercroissance in utero, ce qui évidemment va être associé ensuite à des dystocies. Donc ces dystocies, donc cette difficulté à mettre bas, elle peut être liée d'une part à la surcroissance du fœtus et puis aussi au fait que la chienne n'arrivant pas à réguler sa glycémie correctement, elle ne va pas réussir à faire l'effort musculaire utérin que nécessite une mise bas. Par la suite, c'est toujours pareil, ça rentre dans le cadre des avortements. Ces chiots nés de chiennes diabétiques vont avoir un taux de mortalité néonatale plus élevé. Donc, d'une part, à cause de leur éventuel petit poids de naissance, on vous en a déjà parlé 45 fois, mais aussi les chiots qui naissent très gros. Alors, ceux-là, ils vont avoir du mal, d'une part parce qu'ils vont avoir du mal à sortir, ils vont avoir éventuellement souffert de privation en oxygène lors de la mise bas, mais d'autre part, tous ces chiots, qu'ils soient gros ou petits, mais c'est encore plus vrai chez les gros, ils vont souffrir du fait que s'étant développés à l'intérieur d'une mère qui était diabétique, en fait, cette mère va en hyperglycémie très souvent. Donc, tous ces chiots vont avoir reçu un apport en glucose très, très important par voie placentaire pendant la gestation. Et donc, ils vont avoir naturellement une augmentation de leur taux d'insuline. Mais la difficulté, c'est qu'une fois qu'ils n'ont plus cet apport de glucose très important par le placenta et que donc, ils vont avoir l'apport de glucose simplement lié au lait, ces animaux vont se retrouver en fait en hypoglycémie après la naissance et ils arrivent à faire des crises d'hypoglycémie qui peuvent aller jusqu'à entraîner leur mort. Alors,
Tout ça, tout ce que je viens de vous raconter là, que ça soit la thyroïde, le glucose et tout le reste, c'est finalement des causes sans doute relativement anecdotiques d'avortement. Mais par contre, il y en a une dont il faut absolument qu'on parle, c'est l'insuffisance lutéale, c'est-à-dire une carence en progestérone lors de la gestation. Alors, je vous en parler aussi parce que certains d'entre vous ont peut-être participé à ce recueil de données qu'on avait lancé il y a, je pense, à peu près 1 an et demi et qui a permis à Valentine Ayot, qui était une étudiante de l'école vétérinaire de Toulouse, de soutenir sa thèse vétérinaire. L'objectif de ce travail était de faire le point sur l'insuffisance lutéale sur la chienne, à la fois sur ce qui se faisait en vrai et puis sur les conséquences. Alors, le contexte général est le suivant. Alors, vous me direz, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, c'était juste pour vous rappeler que, comme vous le savez tous, si vous faites des suivis de chaleur, la progestéronémie, le taux de progestérone circulant chez la chienne, va s'élever avant l'ovulation, et puis qu'après l'ovulation, comme dans toutes les espèces, les follicules se transforment en corps jaunes, qui sont ces structures-là, donc les follicules subissent une modification tissulaire très très importante, ce qui fait qu'au lieu de synthétiser des œstrogènes et de la progestérone, ils se mettent à synthétiser uniquement de la progestérone. Et heureusement, parce que cette progestérone est totalement indispensable au maintien de la gestation chez la chienne. S'il n'y a pas de progestérone ou pas suffisamment de progestérone, la gestation ne peut pas se maintenir. Et une des problématiques, bon, donc si là je vous ai représenté en rouge, enfin, je vous ai représenté, le professeur Concannon vous a représenté en rouge le taux de progestérone chez une chienne qui est pleine, donc gravide, et vous voyez que ici en bas, là, vers 63 jours de gestation, il y a une chute brutale de progestérone. Mais que donc la progestéronémie chez la chienne, elle a une particularité qui est qu'elle va rester très élevée pendant le premier mois de la gestation. Et puis après, même si la chienne est pleine, cette progestérone va chuter très progressivement, ce qui est totalement normal, mais simplement, elle doit se maintenir à des niveaux suffisants pour que la gestation ne s'interrompe pas. Et il n'y a qu'à la toute fin de la gestation, c'est-à-dire en gros pendant les 24 à 48 dernières heures de la gestation, que la progestéronémie va chuter de façon extrêmement rapide et que ça va être une bonne chose d'ailleurs parce que c'est ça qui permet la mise bas. Alors, le but de la manip qu'on avait menée, c'était d'essayer de voir si on était capable d'identifier des facteurs de risque de cette insuffisance lutéale, c'est-à-dire le fait qu'une chienne ne soit pas capable de maintenir un taux de progestérone suffisant. Comment les vétérinaires prenaient en charge les insuffisances lutéales, mais en fait, la vraie raison de la manip, c'était qu'on se posait des questions sur les conséquences de l'insuffisance lutéale ou de la supplémentation en progestérone lors d'insuffisance lutéale et en particulier comment se déroulait la mise bas, comment se déroulait la lactation et quelles étaient les conséquences sur les fœtus parce qu'en fait, il traîne dans la littérature anglo-saxonne le fait que la supplémentation en progestérone lors d'insuffisance lutéale était censé être à l'origine d'une augmentation du taux de chiots mâles cryptorchide, donc avec des testicules non descendus. Et en fait, suite à une discussion avec Émilie Rosset au CEREC à Vétagrosup Lyon, en fait, on s'est aperçu qu'on partageait à peu près les mêmes interrogations. Et suite à un dernier cas clinique sur une chienne teckel, on s'est dit, mais c'est quand même pas possible. Il faut quand même qu'on essaye de savoir si oui ou non, il y a plus de cryptorchides chez les chiennes insuffisantes lutéales supplémentées ou pas. Alors, on a donc, avec la complicité de notre assistante Betty, monté un questionnaire qui a été fait en ligne, qui devait être rempli par les éleveurs ou les propriétaires de chiennes. Et donc, on a constitué un groupe de chiennes en insuffisance lutéale qui avaient eu des gestations supplémentées par la progestérone et qui avaient donné lieu à des mises bas. Très bien. Sauf que la difficulté, c'était d'être capable d'avoir un lot témoin, c'est-à-dire des chiennes qui, elles, étaient non supplémentées, étaient parfaitement saines, de façon à avoir, ne serait-ce que par exemple, quel est le taux réel de cryptorchidie en France, ce qu'on ne sait absolument pas. Donc, il nous fallait un groupe témoin.
Donc, je voulais remercier Betty pour son implication dans la construction du questionnaire en question. Je voulais remercier les éleveurs et les propriétaires de chiennes qui avaient passé un peu de temps à aller récupérer leurs données. Et puis mes petits camarades d'Alfort et de Lyon notamment, qui ont diffusé le questionnaire et puis ont partagé avec nous un certain nombre de données. Et voilà à quoi on est arrivé. On est arrivé à constituer un groupe de 50 gestations traitées, ce qui représente un total de 275 chiots. Et ce qui nous intéressait, c'était les chiots mâles qui étaient encore vivants à 8 semaines, et donc on en avait 123. Le groupe témoin, donc qui nous a été fourni en fait par les personnes qui avaient traité leur chienne, parce qu'on avait demandé aux gens de nous fournir des données sur des gestations non supplémentées et idéalement sur soit la même chienne, si ça existait, ce qu'on ne savait pas, soit sur des chiennes apparentées. Et donc, on a 22 gestations témoins, 143 chiots, dont 56 mâles vivants à 8 semaines. Alors, classiquement, on considère que l'insuffisance lutéale, c'est essentiellement un problème de chienne de grand format, type Terre-Neuve, mais même Labrador. Et vous voyez que oui, certes, mais finalement, nos chers collègues et confrères vétérinaires ont en fait diagnostiqué de l'insuffisance lutéale, effectivement, très essentiellement sur des chiennes de plus de 20 kg, et donc c'est quand même pas des chiennes de très grand format, mais il existe quand même des descriptions d'insuffisance lutéale chez des chiens de petit format. Et la chienne qui est à l'origine de cette étude est une chienne teckel. Donc, c'est juste pour vous rappeler que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne fait pas d'insuffisance lutéale. Alors, comme cette histoire d'insuffisance lutéale nécessite d'aller doser de la progestérone, fatalement, en fait, très souvent et de façon systématique chez les gestations supplémentées, il y avait eu un suivi de chaleur avant. Mais globalement, comme les gens à qui on a posé la question étaient des gens qui avaient l'habitude de faire des suivis de chaleur, qui étaient habitués à doser la progestérone, vous voyez que 86% des gestations non supplémentées, pardon, dans le carré bleu, étaient aussi avec un suivi de chaleur. Le suivi de phase lutéale, de façon classique, et c'est logique, les chiennes qui ont eu une supplémentation en progestérone sont des chiennes qui ont eu un suivi de phase lutéale, c'est-à-dire que les vétérinaires dosent la progestérone. Et en gros, en moyenne, on a eu 5 dosages par gestation. Mais si vous réfléchissez, ça veut dire à peu près qu'on fait un dosage par semaine dans ces suivis de phase lutéale. Donc, ça représente 5 semaines de suivi, ce qui correspond effectivement au fait que les chiennes ont commencé à être supplémentées vers 2 à 3 semaines de gestation. Donc, à partir du moment où on a commencé à supplémenter, on va se mettre à doser de façon répétée. Alors, on a interrogé les gens sur la raison pour laquelle ils s'étaient lancés dans un suivi de phase lutéale, parce que se lancer dans un suivi de chaleur, c'est juste une pure bonne idée pour augmenter les chances de gestation. Mais en général, très souvent, les gens s'arrêtent à l'insémination. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à doser la progestérone après. Et en fait, les motivations à faire un suivi de phase lutéale et donc à se méfier du fait que la chienne allait faire une insuffisance lutéale, était motivée par le fait que la chienne en question avait présenté précédemment des cas, enfin des cycles avec une infertilité ou un avortement. Donc en fait, c'est des incidents qui ont eu lieu sur la chienne en question qui ont motivé les gens, enfin les vétérinaires, à se dire que peut-être l'infertilité ou l'avortement était lié à une insuffisance lutéale. Ou alors, il y avait eu sur cette chaîne déjà des commémoratifs d'insuffisance lutéale, c'est-à-dire que sur les gestations précédentes, la chienne avait été supplémentée et donc on se disait que ça valait quand même mieux de continuer à aller la suivre. Donc ça, c'était pour les causes qui étaient liées, enfin les motivations qui étaient liées à la chaîne elle-même. Mais il y avait également des motivations familiales qui est-elle des antécédents familiaux d'insuffisance lutéale, donc en particulier si la propre sœur ou la propre mère de la chienne en question
étaient connus pour avoir été atteints d'insuffisance lutéale, eh bien, les éleveurs et les vétérinaires s'étaient méfiés du fait que la chienne pouvait faire une insuffisance lutéale, ce qui prouve bien que l'impact de la génétique sur l'insuffisance lutéale est une donnée qui est assez bien rentrée dans la population. Alors, globalement, ce sont des spécialités humaines qui sont utilisées, très généralement l'utrogestan, donc c'est de la progestérone micronisée, et ça va me permettre de vous dire que donc, cette progestérone micronisée, si vous l'avez déjà utilisée, elle a la particularité d'avoir une très courte durée de vie et ce qui nécessite d'être donnée 3 fois par jour, ce qui est quand même relativement pénible. Mais c'est juste pour vous faire remarquer qu'en France, on n'utilise pas les spécialités qui sont utilisées aux États-Unis, qui sont des progestagènes, donc des molécules qui ont une plus longue durée d'action, mais qui, elles, effectivement, ont probablement des effets de type androgène qui sont susceptibles de perturber la différenciation sexuelle des fœtus. Ce qui est peut-être d'ailleurs à l'origine du fait que, enfin nous on s'est posé des questions sur la cryptorchidie, mais les données américaines n'étant pas obtenues avec les mêmes spécialités que les nôtres, ça valait la peine de se poser la question. Alors, vous retrouvez la règle classique là, qui est en gros d'une supplémentation d'à peu près 100 mg je vais y arriver, 100 mg par tranche de 10 kg. Donc, vous l'avez sur ce graphe. Mais bon. Alors, quand est-ce qu'on commence le traitement? En fait, vous voyez que en gros, à mi-gestation. C'est-à-dire que c'est exactement à la période où potentiellement donc, la progestérone va commencer à chuter, mais il s'agit qu'elle se maintienne. Donc, classiquement, on conseille de commencer le suivi à J7 après l'ovulation ou à J15, de façon à pas se laisser avoir par des corps jaunes qui pourraient dégénérer beaucoup trop vite et très rapidement. Mais globalement, la chute du taux de progestérone de façon anormale va s'observer en gros à partir du début du 2e mois de gestation. Et le traitement est interrompu en gros à 58 jours de gestation, ce qui est, alors 58 jours post-ovulation, puisqu'il est nécessaire de connaître le moment de l'ovulation pour être capable de faire un suivi de phase lutéale qui soit correct. Et 58 jours post-ovulation, ça vous rappellera quelque chose, c'est le moment à partir duquel on estime que la mise bas peut avoir lieu, c'est-à-dire que les fœtus sont aptes à la vie aérienne et peuvent survivre dans de bonnes conditions. Donc, par contre, ce qui a été interrompu à 54, 55, 56 jours, ça, c'est probablement trop tôt parce que si la chienne est réellement en phase lutéale, à partir du moment où vous lui enlevez sa supplémentation en progestérone, en fait, elle met bas dans les 24 heures qui suivent. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même conseillé de n'interrompre le traitement qu'à partir de 58 jours de gestation. Alors, la progestéronémie en début de traitement, vous voyez que la motivation principale, c'est une progestéronémie trop faible, c'est-à-dire inférieure à 10 nanogrammes ml. Et alors, on retrouve dans certains cas une progestéronémie plus élevée que 10, qui est un seuil classique. Et dans ces cas-là, ça correspond au fait que le taux de progestérone a chuté très rapidement d'une semaine à l'autre. Et dans ces cas-là, les vétérinaires ont préféré supplémenter en se disant que le corps jaune était en train de lyser. Quelle était la parité des chiennes vous voyez que la première mise bas supplémentée est très souvent la première, mais qu'en réalité, on va trouver des chiennes dont la première mise bas qui nécessite d'être supplémentée n'est pas la première. Ce qui veut dire qu'une chienne peut très bien avoir eu des gestations qui sont allées à terme et puis brusquement se décider à faire une mise bas, enfin pas une gestation qui va nécessiter une supplémentation. Donc, ça veut dire qu'il faut s'en méfier, même si votre chienne a déjà mené à bien des gestations dans des conditions parfaitement normales.
On s'est ensuite intéressé à savoir si une fois que la chienne avait été supplémentée, les gens l'avaient remise à la reproduction et est-ce qu'elle avait été capable de reproduire normalement. Et vous voyez qu'on en a en gros à peu près 25% qui ont reproduit ensuite. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si les gens ont renoncé à les mettre à la reproduction ou si ça n'a jamais marché par la suite. Mais en gros, ça peut marcher ensuite et que la gestation ultérieure n'est pas forcément une gestation supplémentée. Mais vous voyez qu'en règle générale, quand la chienne a eu une première fois une gestation supplémentée, par la suite, alors soit on a tendance à resupplémenter parce qu'on a peur, mais globalement, vous avez 8 gestations sur 11 qui ont fait l'objet d'une supplémentation. Alors, la vraie motivation, comme je vous le racontais tout à l'heure, c'était d'essayer d'évaluer les conséquences du traitement. Alors, je suis désolée, j'ai fait des copier-coller malheureux, mais en bleu, ce sont les gestations non supplémentées. Vous voyez que globalement, les gestations supplémentées se sont en général terminées par des césariennes. C'est ça que ça voulait dire. C'était 62% des gestations supplémentées ont eu lieu par césarienne contre 25% des gestations non supplémentées. Et avec une différence significative. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est juste lié au stress des propriétaires qui donc ont travaillé pendant presque 2 mois en supplémentant la chienne et donc ils se disent que dans ces cas-là, il vaut mieux aller à la césarienne quasiment programmée ou est-ce que ces chiennes ont des parts languissants et que dans ce cas-là, il faut faire des césariennes. La deuxième hypothèse, biologiquement, est parfaitement raisonnable dans la mesure où la progestéronémie ne chutant pas de façon suffisante, il est possible qu'il y ait des troubles de déclenchement de la mise bas. On a interrogé les gens sur le caractère suffisant de la lactation. Alors là, il n'y a pas de différence significative, c'est-à-dire que les gestations, qu'elles soient supplémentées ou non supplémentées, en réalité, il n'y a pas eu de trouble de la lactation qui soit rapporté en nombre bien supérieur chez les chiennes souffrant d'insuffisance lutéale. Et clou du spectacle, nous, ce qui nous intéressait, c'était la prévalence de la cryptorchidie. On a eu 17% des chiots nés de gestation supplémentée qui se trouvent être cryptorchides. Contre 7% des chiots nés de gestation non supplémentée. Alors, à l'heure actuelle, c'est non statistiquement significativement différent et on n'a pas trouvé non plus d'influence du moment du début de la supplémentation. Simplement, cette analyse se base sur 123 chiots mâles d'un côté et 56 chiots mâles de l'autre. Alors, si vous voulez, tous les résultats sont là-dedans. Mais si on s'amuse à faire un petit test, c'est-à-dire à se dire quelle était la puissance de notre test avec les effectifs qu'on avait. En fait, avec nos 123 chiots mâles issus de gestation supplémentée versus 56 chiots mâles issus de gestation non supplémentée, en fait, la puissance du test est d'à peu près 50%. Ça veut dire que même s'il y a un effet, notre manip ne le mettra en évidence que dans un cas sur 2. Donc, en fait, on a quand même 50% de chance de passer à côté. Donc, il faudrait qu'on multiplie au moins par 2 la taille de la population et encore comme ça, on aurait 80% de chance de mettre en évidence l'effet s'il existe. Et donc, idéalement, on devrait arriver à une population 3 fois supérieure. Et dans ce cas-là seulement, on aura 90% de chance de mettre en évidence l'effet de cette histoire d'insuffisance lutéale s'il existe. Autrement dit, nous sommes condamnés à continuer le recueil de données parce que là, à l'heure actuelle, on arrive à la conclusion simplement, pas que l'effet n'existe pas, mais simplement que on n'a pas mis en évidence d'effet de l'insuffisance lutéale ou de la supplémentation sur l'augmentation du risque d'avoir des chiots cryptorchides. Et vous voyez que globalement, on a une chance sur 2 d'avoir raison, donc ce n'est pas extraordinaire. Donc en conclusion, je voudrais juste vous rappeler que il faut, si vous vous lancez dans une supplémentation
en cas d'insuffisance lutéale, il faut une surveillance vétérinaire régulière, c'est-à-dire qu'il faut y aller toutes les semaines. On doit faire des échographies pour vérifier la vitalité des fœtus, même si mes vidéos ne veulent pas marcher. Et que donc un suivi d'insuffisance lutéale se commence à J7 ou J15 et ensuite donc, on dose la progestérone toutes les semaines et qu'il convient à l'heure actuelle de se poser la question de l'héritabilité de l'insuffisance lutéale et de façon générale de tous les autres désordres endocrines. On a une bonne raison de penser que c'est vrai pour l'insuffisance lutéale et pour les autres désordres endocrines, on pense qu'il y a au moins un fond génétique et vous savez peut-être qu'il y a certains clubs de races qui interdisent la mise à la reproduction d'animaux présentant des désordres endocriniens, même s'ils sont équilibrés. Donc, par exemple, pour les cas d'hypothyroïdie très bien équilibrés, néanmoins, il existe des clubs qui refusent d'enregistrer les chiots au LOF parce qu'ils estiment que les animaux ne doivent pas être porteurs de l'anomalie, même si ensuite, médicalement, on est parfaitement capable de la contrôler. Donc, cette histoire de cause d'avortement non infectieux a un impact sur le choix des reproducteurs. Et je terminerai en disant qu'en fait, là, nous, ce qu'on a regardé, on ne sait pas en fait si ce sont les conséquences de l'insuffisance lutéale par elle-même ou si c'est l'influence de la supplémentation. Logiquement, ça doit être l'influence de la supplémentation, mais comme il y a une composante génétique dans cette histoire-là, néanmoins, il faut rester prudent. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est à suivre, c'est-à-dire que là, on va relancer la collecte de données de façon à avoir une cohorte de taille suffisante pour arriver à une conclusion réelle sur l'innocuité des traitements. Et vous remarquerez qu'à l'heure actuelle, on n'évalue que la descendance mâle parce que c'est la seule information claire qu'on peut récupérer, c'est-à-dire les éleveurs peuvent nous dire si oui ou non les chiots mâles déportés étaient cryptorchides. Mais en fait, on néglige un autre phénomène qu'on ne peut pas facilement évaluer, c'est l'influence de la supplémentation sur la descendance femelle, c'est-à-dire que les chiennes issues de chiennes supplémentées en progestérone ont-elles alors soit des troubles de la différenciation sexuelle, donc des anomalies de l'appareil génital, ou alors elles-mêmes des troubles de la fertilité, et ça, à l'heure actuelle, on n'en sait rien. Et l'autre question qui se pose, c'est l'insuffisance lutéale existe-t-elle chez la chatte? Et donc, Alain a fait une analyse bibliographique de divers troubles d'infertilité chez la chatte. Et la conclusion à laquelle il arrive, mais il en parlera mieux que moi, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien de prouvé chez la chatte et on n'est pas capable de doser et d'avoir un seuil qui permette une supplémentation, mais que par contre, on a quand même de bonnes raisons de penser que dans certaines lignées de Maine Coon, il existerait également des cas d'insuffisance lutéale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.